Bonjour à tous, eh bien ça y est, le top départ a été donné pour les vendanges 2018. Les vendanges ne sont plus forcément le signe d'un changement de saison, du passage de l'été à l'automne. La preuve, les feuilles des arbres autour de nous sont encore bien vertes sur les branches. Alors nous allons parler de ce millésime 2018, de ces vendanges précoces. Est-ce le signe d'un beau millésime avec ces chaleurs d'été? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. En tout cas, je peux vous dire sans vendre trop la mèche qu'ici, toutes les personnes qu'on peut croiser ont plutôt le sourire et c'est pas uniquement en raison de notre présence. Ici, c'est le château de Centenay. Très joli bâtiment au toit en tuiles vernissées qui, elle, garde bien les couleurs de l'automne toute l'année. Nous serons également au cœur des vendanges, bien sûr, dans le Jura, à Lavigny, près de Baume-les-Messieurs et de Lons-le-Saunier. C'est avec vous, Maxime Menevaux. Bonjour Maxime. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Eh bien effectivement, nous sommes ici à Lavigny, petite commune viticole qui se situe au cœur du vignoble jurassien. Nous sommes à environ 7 km au nord de Lons-le-Saunier et à environ une dizaine de kilomètres de Château-Chalon. Alors vous le voyez tout autour de moi, on est au cœur des vignes sur une parcelle du domaine Butin où les vendanges battent leur plein. Vous le verrez, on vous montrera comment ça se passe. Je serai notamment avec Jacqueline qui est juste à côté de moi, qui est une vendangeuse fidèle depuis plusieurs années. Et puis ensuite, nous irons voir Kevin, qui lui nous expliquera ce qu'est un bouilleur. C'est un rôle très particulier, vous le verrez. Voilà, à tout de suite, Arnaud. Autre lieu évocateur, s'il en est, si je vous dis Roche de Solutré, le sud de la Saône-et-Loire, et juste à côté, la Roche de Vergisson. Et c'est là que nous serons avec vous, Maëva Damois, pour nous raconter des histoires de famille, je crois. Bonjour Maëva. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Nous sommes au domaine Sangoire-Guyot. Ici, on cultive de grands vins blancs de Bourgogne. Et vous verrez, nous serons particulièrement bien entourés. J'ai avec moi Janine, c'est la grand-mère du directeur de ce domaine. Et puis j'ai également Daniel à mes côtés, qui lui est le père de la directrice du domaine. C'est un couple qui cultive avec amour la vigne, mais aussi selon la tradition qui leur a été transmise par ces deux anciens de la profession. Et le tout dans le respect total de l'environnement, ici dans un cadre privilégié, un paysage magnifique, vous le verrez, niché entre la roche de Vergisson, juste derrière nous, et la roche de Solutré. À tout à l'heure. Émission à suivre en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi à l'autre bout du monde et partout où vous pouvez être grâce à nos pages Facebook France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. C'est parti pour une heure ensemble au cœur des vendanges sur France 3. Centenay, Lavigny, Vergisson pour 3 secteurs de notre vignoble de Bourgogne-Franche-Comté où les vendanges vont donc commencer. Ici à Centenay, ça fait déjà une petite semaine. Bonjour Gérard Fagnoni. Bonjour. Vous dirigez ce domaine du château de Centenay. Faisons les présentations un peu sur l'étendue de ce domaine qui nous accueille ici. Le domaine est un domaine important avec 90 hectares de vignes qui s'étale pour 26 hectares sur la Côte d'Or à partir de Clos-Vougeot jusqu'à Centenay en passant par Allos-Corton, Beaune, Pommard et Saint-Aubin. Et pour 64 hectares en côte chalonnaise dans l'appellation Mercurey où on est un des représentants les plus importants. Et c'est une appellation dans laquelle on croit énormément. C'est une belle appellation qui est en plein renouveau, qui a de très beaux terroirs et des produits de qualité exceptionnels. Et on ira en faire un petit tour d'ailleurs dans les vendanges tout à l'heure dans les vignes de Mercurey. Ce domaine, c'est toute l'histoire de la Bourgogne aussi parce que c'est un château très ancien ici. Oui, effectivement, c'est un château du 9e, 12e et 16e siècle. Initialement, c'était jusqu'à la Révolution une place militaire. D'ailleurs, vous avez les douves. Le pont sur lequel on est a été construit quand c'est devenu une habitation à la fin du XVIe siècle. Voilà. Nous sommes à peu près à mi-parcours de ces vendanges déjà. Ça a commencé il y a une semaine. Il reste une bonne semaine de travail. Il reste encore une bonne semaine de travail parce que effectivement le domaine est très morcelé. En plus, on sélectionne dans les ramassages, on identifie des climats, notamment sur l'appellation Mercurey. Donc les degrés de maturité ne sont pas tous les mêmes. Je pense qu'on aura fini d'ici jeudi ou vendredi. C'est tôt pour dire comment sera le millésime 2018, mais je disais que les visages sont plutôt souriants, c'est bon signe. Déjà, la quantité arrive, on voit les caisses de raisins qui arrivent, c'est pas vide. Hein. On aurait
mauvaise conscience à dire le contraire, hein. Effectivement, on a eu un printemps très très arrosé qui a permis aux vignes de tenir jusqu'à maintenant, parce que on a eu un mois d'août qui a été particulièrement sec. On est dans une année excessivement précoce, hein. Il faut remonter à 2003 pour avoir une précocité plus précoce. Alors vous avez ce recul, justement, ça fait 30 ans que vous êtes ici, vous avez vu cette évolution, parce que bon, c'est un gros domaine, mais il y a quand même un esprit de famille. Je sais pas si je peux vous répondre. Oui, on est dans le réchauffement climatique. On en parlera tout à l'heure aussi. En 2013, on a commencé le 1er octobre. Oui. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a quand même une tendance vers une modification climatique, on le sent à la vigne. 30 ans ici à Centenaire, c'est une équipe aussi de fidèles, des gens qui sont là depuis longtemps? C'est 30 ans. En 30 ans, on a fait beaucoup de travail. Je n'ai pas vu passer les 30 ans. Je vous en remercie de me le rappeler. Ça me rappelle aussi mon âge. Oh. Voilà. Non, mais il y a eu énormément de travail qui a été fait. On en est tous très fiers. Mais ce travail, si vous voulez, il a pu être fait que par des gens qui sont des fidèles, des vrais professionnels, des gens passionnés, parce que ce qui nous anime ici, c'est la passion. On a la chance d'être dans un château historique aussi prestigieux. Mais il y a le présent qui s'écrit et le futur aussi. Et tout à fait. On ira rencontrer toutes ces personnes dont voilà. vous parlez tout à l'heure. Voilà. C'est vrai qu'une bonne partie des vins va partir à l'export, mais avant de parler de ce parcours du vin, du raisin qui va devenir vin et qui va partir ailleurs. Ensuite, on va déjà le récolter, c'est normal. Ce sont les vendanges. C'est en ce moment dans le Jura, à Lavigny. Maxime Menevaux, vous êtes aux côtés des vendangeurs. Eh bien oui, Arnaud, aux côtés des vendangeurs. Et parmi ces vendangeurs, nous sommes avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors vous, ça fait plusieurs années que vous venez ici faire les vendanges. Expliquez-nous un petit peu, depuis combien de temps? Effectivement, ça fait une petite décennie que je viens sur le domaine de Philippe Butin, sur ce Revermont, faire les vendanges. Qu'est-ce qui vous plaît? Écoutez, ce qui me plaît, c'est déjà la vigne. Il faut aimer la vigne pour travailler dans la vigne. J'aime la vigne, j'aime le raisin, et puis j'aime le vin et tout ce qui va autour du vin. Vous savez, avec le vin, on fait quand même beaucoup de choses. Le poulet au vin jaune et tout ce que vous voulez. Les spécialités jurassiennes. Les spécialités jurassiennes. Alors, on voit dans vos mains, là, cette année, le raisin est particulièrement beau. Alors, cette année, le raisin est beau, sain, et la vigne n'a pas subi les désagréments de la chaleur estivale. Si bien que cette année, nous allons avoir une saison d'exception. Je pense que quantité va rimer avec qualité. Le cru exceptionnel 2018. Alors, on voit, vous êtes quand même un petit peu plié en deux. Est-ce que c'est pas trop difficile? Non, physiquement? Écoutez, non, c'est pas trop difficile. Ça va, ça se passe bien. Le plaisir est supérieur à la douleur. Le plaisir est supérieur à la douleur. Et c'est vrai que lorsque l'on rencontre des viticulteurs cette année, ils ont tous le sourire. Parce que vous savez, un viticulteur, c'est aussi humble. Il ne vous dira pas, écoutez, le jus a coulé à foison sous mon pressoir. Mais non. Merci beaucoup, Jacqueline. Et je voudrais aussi rajouter quand même une petite citation. Chez Philippe Butin, le pain et le vin sont le rassemblement d'un grand festin. C'est noté. Alors nous, on va aller voir un petit peu plus loin avec Kevin, parce qu'on va vous montrer une spécialité du Jura. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors vous êtes bouilleur. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est être bouilleur? Le rôle de bouilleur, c'est transporter la vendange. Donc les coupeurs mettent dans leur seau. Moi, je récupère les seaux, puis j'y mets sur le charouet. Alors montrez-nous un peu. Donc là, il y a combien de kilos de raisin? Donc là, à peu près dans cette bouille, il y en a à peu près 60 kilos. Quand vraiment elle est pleine avec un dôme, on peut monter à 70. Donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas traîner après pour monter la vendange. Donc là, on sent les épaules, ça travaille dur. En fin de journée, oui, on est bien. Alors vous travaillez toute l'année ici au domaine de Philippe Butin. Vous êtes ouvrier ici vitivinicole. Est-ce que c'est aussi un aboutissement pour vous, une récompense, ces vendanges? Oui, surtout cette année, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rendement et puis la qualité est super. Donc à la fin de l'année, c'est ça, c'est le raisin, c'est l'aboutissement de l'année. On est content quand il y a une superbe récolte. Les raisins sont beaux cette année. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Voilà, merci beaucoup Kevin. Merci. Vous voyez, ici, tout le monde chacun a son rôle, les coupeurs, les porteurs, voilà, c'est les spécialités du Jura. Merci Maxime. Alors si tous nos domaines viticoles souvent sont transmis de génération en génération, eh bien pendant cette période de vendange, elles sont réunies. Tous les âges sont ensemble. Alors nous allons faire avec vous, Maëva Damois, le grand écart, pas au sens propre du terme, même si on en serait tout à fait capable, au sens figuré, le grand écart des générations avec des vendangeurs très jeunes et d'autres un petit peu moins jeunes, mais en tout cas tous sont à fond à fond. Oui,
Et je suis sûre, Arnaud, que vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'entre nos vendangeurs, il y a 70 ans d'écart. Et on va commencer, vous allez voir, avec la jeune génération. Bonjour les filles, vous avez 14 ans, Anne-Lucie et Léonore. Normalement, à 14 ans, on ne pense pas à travailler, hein, soyons honnêtes. Alors pourquoi vous êtes là ? Parce que je suis la fille du domaine et que depuis que je suis petite, je les aide. Et maintenant que j'ai 14 ans, je peux travailler. Alors pour toi c'est naturel, mais tu as amené avec toi une copine de classe. Est-ce que tu es là de ton plein gré ? Du coup, Éléonore ? C'est Anne-Lucie qui m'a proposé et je me suis dit que ça me donnerait une bonne expérience dans le domaine de la viticulture. Alors justement, cette expérience, parle-nous-en un petit peu toi, Anne-Lucie, qui la connaît bien. Comment on les vit ces vendanges quand on est jeune comme toi ? C'est bien de mélanger les générations. Et c'est enrichissant ? Oui. Il y a une bonne ambiance ? Oui. Bon, dites-moi, toi, Éléonore, tu as dû remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir travailler, parce qu'on ne travaille pas normalement à 14 ans. Dis-moi ce que tu as dû faire. Il y avait une fiche d'autorisation parentale que mes parents ont remplie. Ils l'ont envoyée à Cathy, qui l'a envoyée à l'institution du travail. On travaille que 4 heures par jour, avec une pause de 30 minutes, et on n'a pas le droit de travailler le dimanche. Bon, en tout cas, vous avez le sourire, on a l'impression que vous le vivez plutôt bien. Oui, c'est bien. Oui, il y a une bonne ambiance. Et alors, à côté de vous, là, il y a une autre génération. Quel regard vous portez sur ces personnes qui ont passé les 80 ans et qui sont là, qui font le même travail que vous et fournissent le même effort ? On est quand même admiratifs parce que c'est courageux de faire ça à cet âge. C'est physique ? Oui. Merci les filles. Alors justement, on va se tourner vers vous, Janine et Kader, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez passé les 80 printemps. En tout cas, vous Janine, vous Kader bientôt. Dites-moi Janine, c'est un effort physique intense ? C'est quoi le secret de votre forme ? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qui vous plaît dans les vendanges ? Vous les faites depuis combien de temps ? Oh là, ça fait plus de 20 ans que je fais les vendanges et ça fait au moins 15 ans que je suis dans le domaine. Enfin, j'ai vu naître... Lilou ? J'ai vu naître... Oui, j'ai vu... Ça, c'est Angèle. Et alors, dites-moi, cet effort physique, là, vous le fournissez encore cette année ? Vous le ferez encore l'année prochaine ? Encore l'année prochaine, bien sûr. Toujours fidèle au poste. Voilà. Et puis, c'est un plaisir de travailler dans ce domaine parce qu'on est bien accueillis, on est bien considérés. Exactement. Justement, Kader, parlez-moi de ce domaine. Vous y êtes bien, vous aussi ? Dans ce domaine, tout est plaisir. Les gens, ils sont bien. Les patrons sont formidables. Ils sont à l'écoute des gens, premièrement. Et ça nous fait plaisir de venir travailler chez eux. Oui, qui a le meilleur coup de main ? Dites-moi, c'est vous ou c'est la jeune génération ? Écoutez, la jeune génération, j'espère qu'elle va prendre le pas, d'une part. Et puis que nous, on travaille un petit peu de deux manières. De mettre un peu de beurre dans les épinards de temps en temps. Et puis venir travailler ici, ça nous rajeunit un petit peu. Merci beaucoup. Et en tout cas, Arnaud, je crois savoir que vous aussi, vous êtes frotté au domaine de la vigne. Et c'était plutôt du côté de Mercurey. Alors j'ai choisi un joli paysage pour être à la hauteur et sur la côte chalonnaise vallonnée comme vous le voyez sur une parcelle de Mercurey avec à mes côtés Justine Savoie, assistante chef de culture. Justine, c'est quoi exactement cette parcelle où nous sommes en ce moment ? Donc, nous sommes dans une parcelle de Mercurey premier cru, donc que l'on appelle le climat les Puyers. La particularité de cette parcelle depuis un certain nombre d'années, c'est la présence d'un sol qui permet la plantation de pinot noir mais aussi de chardonnay, les deux cépages emblématiques de Bourgogne. Donc pour faire du rouge et du blanc. Du rouge et du blanc, voilà. Et c'est vrai que le château de Centenay souhaite développer le Mercurey blanc au cours des prochaines années, puisqu'effectivement le Mercurey est plus connu sous la forme de rouge, et donc on souhaite développer le blanc, ce qui est chose faite depuis l'année dernière où on a planté du chardonnay sur la parcelle voisine. Ça veut dire donc des plantations de nouvelles vignes. De nouvelles vignes de chardonnay. Et donc là, c'est cette parcelle que nous vendangeons en ce moment avec une particularité pour les vendangeurs, c'est le même geste que dans une autre parcelle ? C'est le même geste, on est sur des parcelles quand même assez âgées, donc un peu plus hautes que les parcelles de jeunes vignes. On est sur une parcelle de pinot noir qui est d'une cinquantaine d'années. Donc après, c'est pas beaucoup plus différent, on a quand même des vendangeurs qui sont habitués et qui sont là depuis de nombreuses années, donc ça ne les change pas des autres années. On les aperçoit et ils nous rattrapent, ça va vite. Ça. Ah oui, ils vont très vite, ils sont très efficaces. Ça c'est l'expérience qui parle. C'est ça, tout à fait. Donc il y a ceux qui coupent, pareil, ceux coupeurs. Qui coupent. Donc il y a une soixantaine de coupeurs sur le château, avec plus de la moitié des personnes qui sont des femmes, des coupeuses. Puis après on a une dizaine de porteurs, donc que des hommes. Dont Laurent, qui est en train de... il coupe en même temps là, Laurent. Laurent, donc, qui est originaire de Châlons et qui est là depuis
depuis plusieurs années et qui est porteur depuis de nombreuses années avec nous. On va aller l'embêter. Bonjour Laurent. Alors un habitué, qu'est-ce qui fait qu'on revient faire des vendanges comme ça? C'est le plaisir de venir ici, c'est convivial et c'est assez sympa. Porteur, c'est pas le rôle très facile quand même, hein? Non, mais ça va, c'est très bien. Quel est le poids là de ce que vous portez? Ça fait à peu près 6 seaux, on va dire 8 kilos par seau. Vous êtes engagé sur toutes les périodes des vendanges? Oui, Laurent me sollicite à chaque fois, chaque année. C'est avec un plaisir de venir ici. Donc les fidèles reviennent? Oui, ils reviennent chaque année. Et les conditions de travail, ça se passe bien finalement? Là, on a la météo qui est avec nous. Très bonne ambiance, c'est sympa, c'est chaleureux et c'est impeccable. Et c'est une histoire de rencontre aussi, j'ai l'impression. Oui, on rencontre des différentes personnes chaque année, il y a des nouveaux et on s'adapte avec eux et c'est super bien. Alors il y a Jovan qui nous rattrape là, qui va vite aussi. On va aller voir comment ça se passe parce qu'il y a toute une famille là, de Laotiens qui est avec nous. Et Jovan, c'est la première fois que vous venez ici en Bourgogne. Vous venez d'où? Je suis habité le Saint-Pont-de-Château, dans l'homme, et je viens la première fois que je viens vendanger ici. Parce que la particularité, c'est que toute la famille fait les vendanges ici. C'est eux qui vous ont dit, faut venir, c'est sympa. Parce qu'elle m'a dit qu'il y en a 2 places. Que chez nous, là-bas, je le vends de tous les arbres, mais cette année, il n'y en a pas. C'est pour ça que je viens ici. Et ici, donc, il y avait de la place, du travail, et c'est parti. Et comment ça se passe là? Bon, ça va, pas tout dire, mais comme l'habitude, le vendange, c'est pareil partout. Ouais. Et être en famille, c'est particulier quand même. La famille ici, c'est ma famille Siog. Donc toute la famille vendange ensemble. Il y en a qui les travaillent, il y en a qui les vendangent aussi, mais jusque ça. On vous souhaite bon courage, merci, on continue. Et des vendanges fin août d'ailleurs, on s'est voulu se poser la question, est-ce vraiment si exceptionnel dans notre vignoble? En fait, on s'aperçoit que de moins en moins, puisque c'est l'effet d'un cycle naturel un peu plus chaud, sans doute aussi la trace de l'être humain. Nous sommes allés avec Dalila Iberaken à la rencontre d'observateurs de ces évolutions, qu'ils soient vignerons ou scientifiques. Une année reste dans les mémoires comme synonyme de sécheresse. 1976, ici, en Saône-et-Loire. Mais des grosses chaleurs et des vendanges précoces, il y en a déjà eu en 1947 et les siècles précédents. 1893, avec ses demandes de subventions dans le Beaunois. D'autres témoignages rappellent ces années particulières. Dans une vieille cuverie, j'avais su les poutres, parce que les gens mettaient les dates de vendange. Eh bien, c'est 1700, je ne me rappelle plus exact les dates où ils ont vendangé, début août. C'était mieux. Donc, à ce moment-là, il devait y avoir un cycle de réchauffement aussi. En 60 ans de vendange, Hubert Camus cite aussi 2003, bien sûr, été de canicule et de raisins récoltés alors qu'ils n'étaient pas mûrs mais déjà trop sucrés. Ces dernières décennies, les vendanges ne sont plus le signe du passage à l'automne. Elles commenceront ici le 10 septembre. La pulpe, elle se détache bien, là. Quand la pulpe, elle se détache, c'est que c'est mûr, ça. Un peu plus au sud, ce sera une semaine avant. Avec ce même constat, c'est plus tôt que d'habitude. Ça, là. Ce qui change par rapport à ça, c'est surtout la régularité de ces années précoces. Avant, c'était une année tous les 20 ans. Aujourd'hui, c'est 9 années sur 10 qui est précoce, on va dire. Enfin, en tous les cas, où les vendanges sont plutôt sur la première quinzaine de septembre. Le pinot noir, cépage certes résistant, n'est pas prêt d'être remplacé, mais le risque serait d'avoir des vins qui vieillissent moins bien. Les pieds récemment plantés sont d'ailleurs plus sensibles à la chaleur. Les traces de la sécheresse sont bien visibles. Vous voyez les baies qui sont bien flétries, à cause du déficit hydrique, du manque d'eau. Et puis des feuilles qui jaunissent et puis qui chutent. On voit, nous, on n'a pas effeuillé ici, donc les feuilles sont tombées par elles-mêmes en raison de la sécheresse. Et on n'a plus beaucoup de feuilles sur le pied de vigne. La hausse d'1 degré des températures liées à l'activité humaine provoque une avancée des vendanges de 10 jours. L'année de référence, celle de la précédente canicule de 2003. Et en matière de vin, la région s'en était bien sortie. On a vendangé plus tôt, ça il faut s'adapter, il faut récolter plus tôt. Mais on est arrivé à faire des vins qui, je dirais, contre toute attente, ont une assez bonne tenue dans la conservation. Et ça, c'est la crainte majeure des vignerons, c'est la conservation des vins. La situation n'est donc pas encore préoccupante, moins que dans le sud de la France, mais il faudrait penser sérieusement à réduire l'émission des gaz à effet de serre, y compris dans le travail des vignes. Retour ici à Centenay, en Côte d'Or, au cœur des vendanges en direct sur France 3. Bonjour Laurent Monet. Bonjour à vous. On a entendu dans le reportage cette préoccupation des vignerons pour l'environnement. Est-ce qu'elle est quotidienne? Est-ce que les vignerons, est-ce que les viticulteurs, est-ce que ceux qui travaillent le vin prennent soin de notre planète? Alors on en prend soin tous les jours un petit peu dans nos pratiques, dans notre attention qu'on peut amener au milieu, à la faune auxiliaire, à la flore,
Donc voilà, on a plusieurs choses qui sont en place, que ce soit des jachères fleuries ou alors des ruches qui sont en place sur le domaine. On entend parfois dire que voilà, les viticulteurs traitent beaucoup, et on entend parler de bio, de ce qui n'est pas bio, de ce qui est moins bio. Vous avez une certification particulière. Comment on fait pour s'y retrouver? Cette certification Terra Vitis, c'est quoi? Alors Terra Vitis, c'est un cahier des charges en fait qui encadre l'agriculture raisonnée, la viticulture raisonnée, un cahier des charges qui nous donne certaines pratiques respectueuses de l'environnement. On a certains produits qui nous sont interdits, certaines choses aussi. Et sur 90 hectares comme ça, c'est possible de le faire malgré tout? C'est pas trop compliqué? Ça nous apporte quelques contraintes supplémentaires. On a été obligé de s'habituer à de nouvelles règles, mais on le pratique depuis 2004 et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une certaine philosophie en fait. Chef de culture, ce métier, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'année jusqu'à ici. Ça veut dire qu'à la fin des vendanges, c'est vacances pour vous? Eh bien non, c'est jamais vacances parce qu'en fait l'année c'est très très court parce que mon travail consiste en fait du premier coup de sécateur, donc qui peuvent avoir lieu autour de début novembre jusqu'à aujourd'hui, récolte des raisins. Donc, qui sont en train d'être livrés. Donc voilà, c'est l'aboutissement du travail d'une année plutôt. Et quel est l'état d'esprit? On commence 2019 déjà bientôt. Quand des vendanges commencent, quel est votre état d'esprit? Vous regardez attentivement évidemment tout ce qui arrive. Il y a un certain soulagement parce qu'on est passé au travers de la météo, des orages, des pluies printanières qui nous ont un petit peu compliqué la vie, mais aujourd'hui ça fait 3-4 semaines qu'il fait grand beau, nos raisins sont en pleine maturité et on s'attend à avoir de très très belles cuvées sur toutes nos appellations. Le fait que ce soit si tôt cette année, ces vendanges, ça vous inquiète? Pas plus que ça? Non, en fait, nous on est calé toute l'année en fait sur le cycle végétatif de la vigne. Donc en fait, indirectement, elle nous a déjà donné du fil à retordre, ça c'est sûr, au mois de mai et juin quand elle était capricieuse et puis qu'elle avait envie de pousser très vite et qu'on n'arrivait pas à suivre. Mais aujourd'hui non, vous savez, la récolte c'est un moment de joie. On le voit et c'est partagé par les équipes aussi parce que vous n'êtes pas tout seul. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut féliciter toutes nos équipes parce qu'il y a une certaine fierté, parce qu'on a un millésime 2018 qui est très très abouti. Et on va voir qu'il a du travail aussi après. Alors le maître de chai, c'est celui qu'on rencontrera tout à l'heure pour évoquer justement ce travail maintenant que les raisins entrent dans les cuveries et qu'il va se transformer en un millésime 2018. Nous parlions d'agriculture verte et plus vertueuse. Je crois que c'est le cas également du côté de Vergisson dans votre domaine, Maïva Damois. Oui, tout à fait. Ici, au domaine Sangoire-Guyot, on a une philosophie, c'est le respect de l'environnement et de la nature. Nous sommes avec Pierre-Emmanuel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Vous êtes vigneron Oui. ici. Expliquez-nous, on entend tout le temps parler de culture raisonnée. C'est devenu pratiquement un terme générique auquel on n'arrive pas forcément à poser une définition quand on est étranger à ce secteur. Vous qui êtes professionnel, dites-nous, qu'est-ce que c'est la culture raisonnée? En fait, raisonnement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse pression par rapport aux maladies qui sont le mildiou et l'oïdium. C'est un champignon. Et le climat est soit un ami, soit un ennemi. C'est-à-dire quand vous avez une sécheresse canicule, il n'y a pas une grosse pression cryptogamique. Et contrairement quand il pleut beaucoup, le champignon se développe très rapidement. Ce qui fait que raisonner, c'est-à-dire qu'on ne traite pas chaque année de la même manière. Alors cette année est un cas très impressionnant, c'est-à-dire qu'au printemps, nous avons eu beaucoup de pluie. Donc là, il fallait bien verrouiller, faire très attention pour pas que le champignon se développe. Et à partir du mois de début juin, on n'a eu que 90 mm de pluie. Donc oui, en 2 mois, donc c'est pas beaucoup de pluie. Donc vous vous adaptez en permanence en fait? En permanence, on regarde l'état des vignes. En fait, ce champignon mildiou oïdium s'attaque aux feuilles en premier et après aux raisins. Alors dites-moi concrètement ici, comment elle se manifeste cette culture raisonnée au domaine? Donc déjà, on a un appareil de traitement qui fait face par face. Donc c'est-à-dire que on traite bien les feuilles et les raisins. Après, on essaye d'espacer les traitements. Et cette année, par exemple, j'ai fait que 5 traitements et les 2 premières doses étaient à 70%. Alors dites-moi, est-ce que ça veut dire forcément culture raisonnée, moins de productivité ou une vigne de moins bonne qualité? Non, justement, l'intérêt, c'est bien de garder cette productivité. Voilà. Donc après, ces produits raisonnés, on peut très bien utiliser des produits bio, des produits chimiques et des produits dits biocontrôle, donc de nouveaux produits, qui sont des micro-organismes, des virus, bactéries et champignons, et qui vont attaquer le champignon. Voilà. Alors tout ça, vous l'avez appris sur le terrain? Vous aviez des connaissances en amont? En 20 ans de temps, c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on réfléchit par rapport au traitement futur. En fait, c'est vraiment le temps qui nous dit comment traiter,
que faire. On peut changer de traitement, c'est-à-dire passer il n'y a pas trop de pression à passer un traitement bio, voilà. Et on a arrêté cette année, j'ai commencé le 10 mai et j'ai arrêté le 9 juillet. Le traité et j'ai pas du tout de maladie, donc je suis très content du résultat. Oui, c'était un bon cru cette année qui s'annonce. C'est bien parti pour, oui. Et alors, en termes de récolte comme ça aussi, le fait d'avoir une culture raisonnée, est-ce que éventuellement ça peut être aussi une prévention pour les vendangeurs qui travaillent dans la vigne? Une prévention, non, alors là, en fait, il y a des délais de réentrée par rapport aux produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits, au bout de 6 heures, on peut rentrer dans la vigne, et le maximum, c'est 48 heures. Donc là, maintenant, on respecte bien ça, mais par rapport aux vendanges, il n'y a aucun souci. Vous pouvez regarder d'ailleurs les raisins. Enfin, il n'y en a plus maintenant, mais vous pouvez regarder les raisins, il n'y a plus du tout de produits sur les raisins. Ouais. Il n'y en a plus parce que vos vendangeurs sont hyper actifs là, et ils sont très rapides. On va dire ça comme ça. Hein. Alors dites-moi, si on veut vérifier tout ce que vous nous dites là, il est accessible votre domaine, on peut le visiter? Oui, bien sûr, et j'ai même mon carnet de traitement qui est obligatoire pour tous les viticulteurs. Oui, c'est quelque chose qui est très surveillé? Ah oui, depuis quelques années, en fait, depuis le Grenelle de l'environnement en 2008, où ils ont créé Ecophyto, où ils espéraient tomber à 50% de produits phyto en moins, en 2018, donc je fais partie depuis le début. Et malheureusement, la pression climatique a fait qu'on a eu un climat très compliqué, ce qui fait qu'on a pu un peu baisser, mais c'est repoussé à 2025. Ok, bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et cet éclairage. Et Arnaud, vous avez entendu, si vous voulez venir vérifier ici les carnets de Pierre-Emmanuel, eh ben, vous êtes le bienvenu, vous êtes invité, n'est-ce pas? Oui. Merci, mais vraiment, moi je fais le contrôle des raisins là pour l'instant. Regardez, voilà, les grappes arrivent ici dans les caisses parce que s'il y a des vendanges, c'est forcément qu'il y a de la main d'œuvre et donc des vendangeurs. Et en trouver, ce n'est pas forcément évident. Il y a les domaines où il y a des listes d'attente parce qu'on est visiblement bien traité. Il y a d'autres domaines qui sous-traitent la main d'œuvre des vendangeurs. Il y a encore d'ailleurs des places si vous voulez rejoindre les vendanges qui commenceront un petit peu plus tard sur la Côte de Nuit ici en Côte d'Or. Parlons de ce recrutement. Voyons comment ça se passe dans le Jura avec vous, Maxime. Oui Arnaud, effectivement, ici dans le Jura, on recrute des vendangeurs, on en cherche et c'est pas toujours facile. Alors avant d'en parler, on va quand même parler de la récolte. Je suis avec Philippe Butin, qui est le propriétaire ici du domaine Butin. Philippe, expliquez-nous, on voit les raisins qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous êtes d'abord heureux de cette récolte? Bien écoutez, comme vous pouvez le constater, c'est une très belle récolte. Des très beaux raisins, sains, bien mûrs. Ça fait plaisir quand on est vigneron de voir le fruit du travail. Oui, donc c'est vrai que par rapport à la récolte de l'an dernier, c'est pas comparable, heureusement. On avait subi de grosses gelées, donc très faible récolte. Mais vraiment cette année, malgré un printemps pluvieux et un été très chaud, donc on peut voir que les raisins sont d'excellente qualité. Alors Philippe, on voit vos vendangeurs, vous en avez environ une quinzaine. Est-ce que ça a été compliqué de les recruter? On a toujours une équipe habituelle, famille, et puis une équipe habituelle qui vient. Mais il nous manquait quand même des vendangeurs et jusque début août, ça a été très compliqué. On n'avait pas de demande. Kevin a mis une annonce sur Facebook ensuite. Et ça a bien fonctionné puisque, voilà. Maintenant, on est largement complet en vendangeurs. Donc là maintenant, vous avez du monde, mais il a fallu passer par Facebook, donc passer par les réseaux sociaux. Il faut réinventer un petit peu la manière de recruter. Écoutez, je pense, oui, parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de gens qui prenaient leur congé aussi pour faire les vendanges, mais de moins en moins. Donc c'est pas évident, mais c'est de plus en plus compliqué pour trouver des vendangeurs d'année en année. Qu'est-ce que vous recherchez, vous? Quelles sont les qualités pour bien travailler, pour être un bon vendangeur? Les qualités, il faut déjà avoir un dos assez costaud parce que c'est quand même pénible. On est quand même plié toute la journée. Donc voilà, il faut être assez solide quand même. Et puis avoir envie de bosser parce que c'est pas un travail très facile quand même. Il faut être courageux. Voilà. Alors justement, pour parler de ces difficultés de recrutement, je suis avec Elisabeth Bayard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes justement responsable de ce recrutement pour Soelis, c'est ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous comment vous travaillez pour trouver Quel est votre rôle finalement? Donc Soelis recrute en ce moment 500 vendangeurs. On a encore 30 postes à pourvoir sur Arbois. Donc comment on travaille? On travaille toute l'année comme ceci, c'est-à-dire que en fait, par l'intermédiaire d'un groupement, cette année 50 vendangeurs nous ont sollicités et les vendangeurs vont se déplacer donc du sud au nord, voilà. Et
effectivement, on a de plus en plus de mal à recruter les personnes, mais bon voilà, en ce moment, 30 postes sont à pourvoir sur Arbois et c'est sur la page Facebook Soelis qu'on peut encore s'inscrire. Donc, vous me dites qu'il y a une migration en fait des vendangeurs qui se déplacent au fur et à mesure que la vendange se répartit sur le vignoble. Oui, tout à fait. Donc, en ce moment, par exemple, j'ai une équipe est placée sur Jevinger, Trenal. Elle va à partir de lundi se déplacer pour venir à Donblanc. Voilà, donc les viticulteurs sont très solidaires entre eux et voilà, c'est le groupement qui fonctionne toute l'année comme ça. Voilà. Et alors à ceux qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui vont se dire bah tiens, je pourrais peut-être faire les vendanges. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent alors? Facebook, tapez Soelis, S-O-E-L-I-S, et là vous pouvez vous inscrire directement. Et mes collègues, enfin toute l'équipe, les personnes vont vous contacter. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions. Et puis donc avis aux amateurs, ceux qui voudraient venir travailler ici dans le vignoble jurassien, eh bien, il reste des places à prendre. Des vendangeurs et des vendangeuses ouvrant un nouveau chapitre consacré justement aux femmes, des trieurs et des trieuses aussi. Justine est de retour, elle était avec nous tout à l'heure dans les vignes. Là c'est le tri du raisin, qu'est-ce qui se passe Justine? Alors le raisin qu'on a donc vu tout à l'heure à la vigne, donc il revient ici et les premiers crus donc sont triés manuellement par nous pour enlever le premier, les feuilles, les raisins pas mûrs, avant de passer ensuite en machine où ils seront mieux triés et grappés et ensuite donc c'est encore plus sélectif et une plus grande qualité. Des femmes à la tête de domaine ou responsables de vinification. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute la régisseuse des hospices de Beaune, Ludivine Griveau. Et justement, avant d'accueillir notre prochaine invité pour faire un état des lieux du marché du vin dans la région, notez que France 3 vous proposera un documentaire sur les femmes dans le monde du vin. Ce sera lundi, pas lundi après-demain, mais lundi le 10 septembre, dans une semaine donc après le soir 3. Ça s'appelle Les Héritières. Regardez dans cet extrait un aperçu des différents parcours que nous mettrons en avant. Elles s'appellent Ludivine, Juliette, Alexandrine, Marie-Christine, Fabienne ou Marie-Aimée. Elles sont vigneronnes, œnologues ou sommelières, reconnues en Bourgogne, en France et pour certaines largement au-delà. Aux antipodes de l'image d'Épinal du vigneron d'antan, mâle, bourru et un peu machiste sur les bords, elles présentent un nouveau visage de la Bourgogne, féminin et moderne. Longtemps bannis des caves et rejetés dans l'ombre de leur père, de leur frère ou de leur mari, les femmes sont désormais sur le devant de la scène, à la tête d'exploitations viticoles ou responsables de la vinification des vins. Grâce au combat de leurs aînés, elles occupent une position qu'elles n'ont jamais eue dans l'histoire du vignoble. Mais pour arriver aux places qui sont les leurs aujourd'hui, elles ont dû se battre plus que les hommes, faire preuve de plus de détermination, montrer plus d'envie. Et au passage, bousculer quelques habitudes et pas mal d'idées reçues. Ludivine Griveau est la première femme à occuper le poste de régisseur des Hospices de Beaune depuis leur création en 1443. Œnologue, elle a la responsabilité des 60 hectares de premiers et grands crus vendus chaque année lors de la plus célèbre vente de charité viticole au monde. Regardez ce décor. On a quand même de la chance d'avoir un bureau. C'est un bureau qui fait 60 hectares quand on travaille aux Hospices de Beaune. Quelques kilomètres plus au sud, dans le village de Givry, une jeune femme de 29 ans dirige la manœuvre dans la cour de son domaine. Juliette Joblot a repris le domaine familial il y a 5 ans, après 4 générations d'hommes, dont son père, Jean-Marc, et son oncle, Vincent, qui ont hissé le domaine au plus haut niveau de l'appellation Givry. 13-4. Bien. C'est parfait.
J'avais une volonté en me disant quel bel outil de travail, on fait des vins fabuleux, on voit qu'ils sont bu dans le monde entier, donc ça rapproche les gens, on peut parler ce vin à l'autre bout de la planète, on parle un peu le même langage, donc c'était fabuleux à ce niveau-là. La suite donc lundi 10 septembre après le soir 3 sur France 3. Si vous nous rejoignez, nous sommes au cœur des vendanges en Bourgogne-Franche-Comté sur France 3 et sur nos pages Facebook en live, France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Et avec nous Francine Picard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Francine. Bonjour. En voisine en quelque sorte. Oui, pas très loin, une dizaine de kilomètres. De Chassagne-Montrachet. On vient de voir cet extrait de documentaire sur la place des femmes en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que c'est plus difficile encore aujourd'hui pour une femme? Est-ce que vous avez senti, vous, peut-être des réticences quand vous êtes arrivé à la tête d'un domaine? Est-ce que c'est vraiment plus compliqué? Est-ce qu'il y a des choses à prouver quand on est une femme? Il y a sûrement des choses à prouver. Le monde du vin était un monde d'hommes. Il y avait d'ailleurs des expressions fameuses qui disaient que la femme était plutôt interdite dans les caves. Ça portait malheur pour le vin. Mais en tout cas, j'ai un petit peu regardé les chiffres avant de venir et il y a 30%, il y avait à peu près 26% des femmes qui étaient chefs d'exploitation en 2010. On doit être autour de 30%. Donc ça veut dire que le chiffre est assez élevé, donc plutôt positif. Elles ne reviennent pas en arrière. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas simple, mais en tout cas, on va dans le bon sens. Vous êtes là également en tant que membre du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Alors prenons un peu de hauteur justement sur ce qui se passe et continuons peut-être avec des chiffres. Cette année 2018, elle s'annonce globalement bien. Oui, c'est une année on a eu une saison difficile dans les vignes, mais ça c'est notre métier de savoir se sortir de ça en mai, juin. Et puis là, on a des récoltes qui s'annoncent plutôt bonnes. Alors on verra à la fin, parce que c'est jamais bon d'annoncer le score avant que le match soit fait. Mais en tout cas, les gens sont plutôt heureux, positifs. Il y a quelques zones qui ont eu un stress hydrique, d'autres beaucoup moins. Donc ce sera un petit peu hétérogène à certains endroits, mais dans tous les cas, c'est plutôt une jolie année. Voilà, on est plutôt content. L'état du marché, globalement, on dit que ça se joue souvent aux exportations, l'export. Et là aussi, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Le vin de Bourgogne et de Franche-Comté part à l'étranger. Une bouteille sur deux bourguignonne est vendue à l'export. Après, c'est 20% en grande distribution et 30% dans le réseau dit traditionnel en France. Le marché export est plutôt en hausse, pareil. Ce qui est positif, tout comme la grande distribution d'ailleurs. On est une des rares régions voire la seule à être en hausse ces 3 dernières années en termes de revente, avec des prix moyens qui sont les plus bas en hausse. Donc oui, on compte beaucoup sur l'export. C'est forcément beaucoup plus large que la France en soi, mais on est assez fort en général dans tous les segments en ce moment. Prix en hausse, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vendent le vin. Pour ceux qui veulent l'acheter comme nous, ça c'est peut-être pas forcément toujours une super bonne nouvelle. Vous arrivez à équilibrer pour que ça reste quand même accessible, qu'on puisse s'acheter une bonne bouteille? Ça, c'est un sujet qui fait beaucoup parler dans les chaumières, à juste titre. Une année comme ça, où on a un petit peu a priori une sortie meilleure que les sorties précédentes, devrait faire normalement légèrement chuter les prix, en tout cas sur quelques appellations. Donc c'est sûr que ça peut être rassurant pour le consommateur. Maintenant, c'est vrai que les 10 dernières années, on a subi des pertes assez conséquentes sur l'ensemble du vignoble, ce qui fait que si on regarde un prix moyen par rapport à un rendement moyen, on n'est pas si élevé que ça. Mais le consommateur, lui, quelque part, on a un petit peu rien à faire et c'est sûr que ça l'impacte directement. On essaye de faire de notre mieux, en tout cas, on va essayer de faire de notre mieux pour que les prix soient corrects. Nous évoquions ce réchauffement climatique. Est-ce qu'au BIVB, c'est une préoccupation? Est-ce que vous vous en occupez de cette histoire de planète qui pourrait être en danger? Oui, alors le réchauffement climatique, on le laisse aux scientifiques, mais en tout cas sur les incidences que la main de l'homme peut avoir sur la Terre ou sur notre environnement, c'est une prise de conscience qui a été faite il y a quelques années. D'ailleurs, une charte qui a été signée en juillet 2017 entre l'interprofession et puis différentes personnes du monde du vin, les politiques, pas du monde du vin, du monde en général, les politiciens, voilà. Et c'est vrai qu'il y a pour but d'inciter les vignerons à travailler dans un sens qui est plus le sens de l'avenir que le sens du passé. Donc il y a un gros travail qui est fait, qui est à faire, puisqu'on est au début. En tout cas, on est en bonne marche. Merci Francine Picard d'être venue nous en parler. Les femmes sont aussi présentes et elles ont un rôle primordial également chez vous à Vergisson, Maëva Damois. Mais elles ont même un rôle capital, Arnaud. Et pour preuve, je suis avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Maëva. Donc vous êtes à la direction de ce domaine avec votre mari qu'on a vu tout à l'heure. Oui, dites-nous, Manuel. Une femme aujourd'hui, elle a son rôle dans la vigne, on l'a entendu. Mais vous, concrètement, depuis que vous êtes là à temps complet, en quoi il s'est
concrétiser ce rôle important, en chiffres notamment? En chiffres notamment, en fait, moi je gère toute la partie commerciale et administrative. Donc quand je suis arrivée en 2006, on vendait seulement 4500 bouteilles et maintenant on est à plus de 70 000. Et c'est moi qui m'occupe de ça. Bon, alors justement, vos tâches, elles vous incombent, mais dans quelle mesure ici? Alors, à l'année, moi je ne vais jamais dans les vignes. Je m'occupe de tout ce qui est commercial et administratif, gestion de commandes, le suivi de la clientèle, etc. Et par contre, pendant les vendanges, là je mets la main à la pâte. C'est moi qui suis dans l'ombre à recruter l'équipe, en cuisine pour les nourrir correctement, pour qu'ils travaillent bien ensuite. Et puis... Mais ça, c'est un travail d'une toute autre nature. Vous l'avez appris sur le tas, du coup? Vous avez vu vos parents faire avant vous? Comment voilà, vous avez appris le mécanisme? Je suis tombée dedans toute petite. Donc depuis l'âge de mes filles, j'étais en cuisine avec ma mère, servir, desservir. Et en 97, quand Pierre-Emmanuel a repris les vignes, j'ai tout de suite pris des congés en fait pour... bingo, j'avais 22 ans et j'étais en cuisine à préparer à manger pour 40 personnes. Donc c'est naturel parce qu'on apprend ça depuis le plus jeune âge. Alors, dites-moi, pourquoi ne pas avoir choisi de travailler dans les rangs, dans les vignes? C'est parce que c'est trop difficile, parce que c'est un effort très physique? Alors, en fait, j'étais pas vraiment destinée à reprendre le domaine. En toute honnêteté, moi, normalement, j'étais prof d'anglais. Parce que j'ai vu mes parents trimer, bosser des heures et des heures et des heures. Et moi, j'étais plutôt rêveuse, la tête dans les bouquins. Et non, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Pierre-Emmanuel. Et voilà, donc j'ai fait mon job de prof pendant un certain temps. Et quand j'ai eu Angèle, j'ai pris mon congé parental. Et petit à petit, j'ai aidé Pierre-Emmanuel pour une tâche, pour une deuxième tâche, une troisième tâche. Et je suis jamais repartie. J'en déduis, puisque vous n'êtes pas repartie, que vous ne regrettez pas de ne plus exercer comme professeur? Je ne regrette absolument pas. J'adore ce que je fais. Parce qu'il y a un côté pédagogique. Et j'utilise l'anglais tous les jours. Toujours avec mes clients parce qu'on exporte à 80%. Donc j'envoie quasiment autant de mails en français qu'en anglais. Oui, donc finalement vos bouquins vous ont servi ici aussi? Mais oui, bien sûr qu'ils m'ont servi. Alors dites-moi, si demain votre fille, elle vous dit, la plus petite, maman, j'ai envie d'embrasser la carrière, de devenir vigneronne, est-ce que vous lui donneriez un conseil précis ou est-ce que vous essaieriez de l'en dissuader? Ah non, je ne vais pas dissuader mes filles de reprendre le domaine. Au contraire, on serait très très fiers de voir ça. Après, je pense qu'elles ont conscience toutes seules que c'est un métier difficile où on passe des heures à travailler. Mais par contre, c'est une véritable passion, ça, elles le savent. Angèle, notamment, travaille du matin au soir pendant les vendanges. Pas légalement, c'est des petites mains, mais elle est en cuisine, elle est au cuvage, elle est dans les vignes, un peu de partout. Viens nous montrer tes petites mains, au lieu de boulotter le raisin tranquillement. Dis-nous, est-ce que ça t'intéresserait de faire le même métier que tes parents? Depuis toute petite, j'aime bien aider mes parents au cuvage, à la vigne ou bien en cuisine. Mais après, je sais pas, j'aimerais bien prendre encore mon temps et avoir plus d'expérience pour choisir. Oh, il est sage ton discours, Angèle. Merci beaucoup, Arnaud. Vous le voyez ici, la vigne, ça se transmet. Et même très très jeune, on le voit avec vous, à Vergisson. Ici, le balai des camions continue. Un va arriver rempli, l'autre vide va aller chercher d'autres raisins sur une parcelle qui est en train d'être vendangée. Voilà pour l'année 2018, où on peut parler plutôt d'une offre qui a parfois du mal à satisfaire la demande en vin. Autant dire que nous avons plutôt des problèmes de riches, puisque en 1955, la situation était tout autre. Année de surproduction où on avait des idées très étonnantes pour écouler le surplus. Regardez, c'était en 1955, séquence Nostalgie et Archives. Dans toute la France, les vendanges battent leur plein. Mais tout ce vin ne va-t-il pas s'ajouter aux stocks invendus? Car on produit trop de vin en Algérie et dans la métropole. Production 52, 64 millions d'hectos. En 55, 80 millions. Pour une consommation de 60 millions d'hectos. Comment rester indifférent devant le mécontentement compréhensible des vignerons condamnés à la mévente? Il ne peut évidemment être question d'inviter les Français à consommer davantage, car l'abus du vin conduit à l'alcoolisme. Trop d'adultes absorbent déjà des quantités quotidiennes qui menacent leur santé. Si la jeunesse d'aujourd'hui préfère les joies du plein air, il faut s'en réjouir. Ni la distillation ni la destruction des excédents ne sont une solution.
La qualité valant mieux que la quantité, il faudra diminuer les surfaces plantées, sélectionner les cépages et encourager la consommation des jus de fruits et des raisins frais. Et dans l'avenir, ces images signifieront prospérité et santé. Voilà pour 1955, mais remarquez le camion qui arrive chargé de raisins derrière nous ne doit pas être loin de cette époque. Nous sommes bien en 2018 au cœur des vendanges sur France 3. Voyons voir comment le millésime 2018 se prépare cette fois côté Franche-Comté. Maxime Menevaux, vous avez fait quelques kilomètres super rapidement. Vous avez quitté Lavigny et vous voici à Le Vernois. Oui Arnaud, effectivement. Alors le Vernois, c'est environ à 5 km du village où nous étions précédemment. On a pris la voiture pour venir ici dans cette coopérative. Alors ici, on est au caveau des Biards. Le caveau des Biards, eh bien, vous le voyez, c'est l'endroit où l'on collecte les raisins dans un lieu où plusieurs viticulteurs viennent amener leurs raisins. Pour en parler, je suis avec Franck Vichet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Oui. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une fruitière viticole ? En fait, le terme de fruitière vient du fait que les gens mettaient en commun le fruit de leur travail. Et c'est en parallèle avec le comté et le vin. Voilà. Chacun était un peu trop petit. Et en se mutualisant, ça a permis de créer ces fruitières et d'avoir des capacités de production un peu plus importantes. Voilà. Alors on le voit, ici le raisin est en train d'arriver. Vous-même, vous apportez du raisin. Comment ça se passe et quel regard vous portez sur cette récolte 2018 ? Cette récolte 2018, on l'attendait depuis 5-6 ans. On a eu beaucoup de récoltes déficitaires. Et enfin, on peut dire on a une belle récolte, que ce soit sur le plan qualitatif et le plan quantitatif. Voilà. Et justement, c'était important parce qu'il y avait beaucoup de viticulteurs qui avaient vraiment souffert ces dernières années. Ah oui, on a souffert depuis 4-5 ans. Et aujourd'hui, le Jura, on n'a jamais eu autant d'articles de presse, de journaux, de demandes. Et on n'a jamais eu aussi peu de vin à vendre. Voilà. C'était vraiment le paradoxe du vignoble. Voilà. Quel est l'intérêt pour les viticulteurs de se regrouper dans une fruitière comme celle-là ? D'être en coopérative, ça permet de mutualiser les coûts et d'avoir une gamme de produits un peu plus large et surtout des volumes un peu plus conséquents pour aller sur des marchés un peu plus loin comme l'export éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous le voyez, donc les raisins arrivent ici et puis ensuite, vous allez voir, ils sont acheminés à l'intérieur. C'est là qu'on va aller retrouver notre deuxième invité qui va nous parler, lui, du traitement du raisin, de comment il est transformé. Notre second invité, le voici, c'est donc Denis Granvaux. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, on est ici à l'intérieur de cette fruitière. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici ? Dans cette fruitière, on est en train de vinifier. Donc on a tous nos associés coopérateurs qui sont en train de cueillir leurs raisins, qui l'apportent à la fruitière, qui cette fruitière est en train de vinifier. La fruitière, c'est pas que pour le comté. La fruitière vinicole, dans le comté, ils travaillent le lait. Nous travaillons le raisin. Alors, le raisin arrive dans ces pressoirs où il est pressé. Alors là, vous nous avez montré, qu'est-ce que c'est ? C'est du mou de raisin, c'est ça ? Ça, c'est du mou de raisin. C'est pour vous montrer aujourd'hui le mou qu'on a récolté ce matin. Il titre le taux d'alcool probable sera de 11, donc c'est l'idéal, la densité idéale pour les créments du Jura. Justement, pourquoi il faut une densité particulière pour le crément ? Alors pour le crément, c'est bien d'avoir des acidités correctes et puis qu'il n'y ait pas trop de sucre, parce que le crément c'est un produit festif. Il va reprendre avec la prise de mousse, il va reprendre encore un petit peu d'alcool, donc c'est bien que ce soit. Après, ça ferait des vins trop lourds. Ce millésime 2018, est-ce qu'il est bien parti ? Il est magnifique, avec la Madame Météo qui est avec nous, on a eu la pluie comme il fallait, on a la qualité et la quantité qui sont au rendez-vous. Merci beaucoup Denis, voilà un beau millésime dans le Jura qui se prépare. Et voyons comment ça se passe également en Côte d'Or avec François Desmoutis. Bonjour. Bonjour. Maître de chai, alors vous, votre travail commence maintenant. Enfin, pas vraiment, ça a déjà commencé, mais, c'est vrai, ouais. Mais le raisin arrive et c'est là que vous entrez véritablement en action. Exactement. Pour le millésime 2018, voilà, les raisins arrivent en cuverie aujourd'hui. Donc les mercurés premiers crus, les puyés, que vous avez vendangés, que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, c'est là où commencent toutes les interventions pour transformer ce raisin en vin. Alors il y a le tri, on a vu tout à l'heure. Exactement. Ensuite, on met en cuve. Voilà, un tri méticulé qu'on effectue avant d'encuver les raisins dans la cuve, dans laquelle cette cuve se déroulera la macération et la fermentation alcoolique. C'est là que le jus de raisin se transformera en vin.
et qu'il y aura formation d'alcool. À quel moment cette alchimie prend forme et qu'on se dit que ça commence à réussir, qu'on se dit que, voilà, que ça se transforme? C'est tous les jours on déguste donc les vins, on voit cette évolution. Dur métier. C'est pas tous les jours facile, mais donc du coup voilà, on suit l'évolution de ce vin. Pendant la fermentation alcoolique, des nouveaux arômes se développent et après, une fois la fermentation terminée, il y a tout un élevage qui se déroule aussi sur ces vins qui dure encore pour nous plus de 12 mois. Là, pour le moment, les vins du millésime 2017 ne sont pas encore en bouteille. Donc, du coup, c'est un long travail d'élaboration. En cuve, en fût, en alternance? Alors, c'est essentiellement du fût. Voilà, ici, on a quand même la chance d'avoir une grosse structure, donc de grosses caves, avec un parc assez impressionnant de fûts. Donc, c'est beaucoup de manutention, beaucoup de travail, mais ça fait de beaux résultats et de très beaux vins pour nos cépages de Bourgogne qui sont le Pinot Noir et le Chardonnay. Combien de bouteilles vont sortir d'ici? Cette année, on espère faire une belle récolte, mais je pense qu'il y aura à peu près 400 000 bouteilles à peu près pour un domaine qui fait quand même 90 hectares. Ce qui fait voilà, une belle... Avec des appellations, on disait, vraiment voilà, très variées. On a la chance d'avoir justement un beau panel d'appellations qui va de Mercurey en côte chalonnaise jusqu'au Clos Vougeot sur la côte de Nuit. Donc on a un beau panel d'appellations sur toutes les côtes de Bourgogne. Ça veut dire que ce 2018, on va le trouver quand à la vente, par exemple ce 2018, du coup, on le mettra en bouteille quand on estimera qu'il sera prêt à être mis en bouteille. C'est pas fixe, c'est pas forcément un an, 2 ans. Non, en fait, tout dépend de l'évolution du vin, comment est-ce qu'il réagit en fût, s'il a besoin de plus d'élevage, un peu moins. Quand on estimera qu'il sera prêt, on le mettra en bouteille. Donc ça peut être dans un an et demi, peut-être 2 ans. On verra déjà ce qui sort dans les cuves, l'extraction, l'aromatique. C'est prometteur déjà, on a déjà de très belles choses. Ça fait une semaine qu'on vendange, on commence déjà à avoir de très belles choses dans les cuves. Et on verra après l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Il reste encore une bonne semaine, on disait. C'est ça, ouais. C'est un long marathon, ces vendanges. Et on en sort crevé? On en sort crevé, ouais, c'est sûr. Ça dure un mois et c'est intense. Ouais. Mais on vous souhaite le meilleur. Bon courage à toutes ces équipes qui travaillent avec vous. Merci. Et on continue et on va voir ce qui se passe dans le Jura, puisque la promotion des vins du Jura va continuer dans les prochains jours. Maxime Benevaux. Oui Arnaud, alors vous le voyez derrière moi ici au caveau des Biards, eh bien le travail continue, le raisin continue d'être acheminé dans les pressoirs. Alors pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur les vins du Jura, pour ceux qui ont envie de le goûter, de le découvrir et même de rencontrer les vignerons, eh bien rendez-vous demain à Arbois puisqu'il y aura la fête du bio. C'est une fête traditionnelle, une fête viticole en l'honneur du travail des viticulteurs jurassiens. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour demain à Arbois. Merci pour cette bonne idée. Voilà pour le Jura, pour la Saône-et-Loire à Vergisson. Ce qu'on retiendra évidemment, Maëva Damois à vos côtés à Vergisson, c'est cette histoire de famille, cette ambiance familiale qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Exactement, ici un héritage familial qu'on a pu constater. J'espère qu'on aura su vous le faire partager à travers les témoignages de nos invités. Et puis aussi, ce qui nous a marqué, c'est cet échange intergénérationnel ici, avec Janine notamment, qui nous a donné un peu de son expérience, Kader aussi, et puis les enfants. Et puis, écoutez, on a avec nous tous les vendangeurs ici. Il y a une ambiance incroyable. En tout cas, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Oh les vaches. Un bain de raisin pour Maëva. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette heure au cœur des vendanges et au cours de cette émission sur France 3. Prochain rendez-vous, vignes et vins, la vente des vins des Hospices de Beaune, 18 novembre, la Saint-Vincent tournante fin janvier à Vézelay et la percée du vin jaune, bien sûr, début février à Poligny. Émission à revoir sur Internet et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, les carnets de Julie nous emmènent pour de la bière dans le Nord. Très bonne fin de week-end sur France 3.